Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du rêve en psychanalyse. Donc il s'agit justement de la deuxième partie du livre Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Et justement on va parler du rêve. Donc on va voir les choses de manière assez globale, donc je vais te faire une petite introduction au rêve. Ensuite, on va voir le travail d'élaboration du rêve, le travail d'interprétation du rêve. On va parler aussi de certaines critiques et incertitudes que Freud nous partage par rapport justement à l'interprétation du rêve, et puis on va conclure. D'accord ? Alors la partie vraiment la plus importante et la plus grande et la plus intéressante, c'est justement la partie sur le travail d'élaboration du rêve. Parce que finalement, on ne peut pas interpréter un rêve si on ne sait pas comment il s'est formé. Bref, commençons. Donc là, je vais prendre mes notes avec moi parce que c'est quand même un sujet c'est assez lourd, il y a beaucoup de choses, donc j'ai vraiment pas envie d'oublier. Mais donc, alors, commençons par l'introduction. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que le rêve ? Qu'est-ce que le rêve ? Bon, je vais te donner une idée générale du rêve, vraiment pour t'introduire, mais tu verras qu'au fur et à mesure de la vidéo, notamment avec le travail d'élaboration, tu vas vite comprendre un peu plus en profondeur ce qu'est le rêve. Mais là, je te donne vraiment les éléments clés, les éléments importants. Alors le rêve, je pense que tu le sais, le rêve, c'est justement l'état intermédiaire entre le sommeil et l'état de veille. C'est-à-dire que c'est on m'entend bien ? C'est-à-dire, tu sais quoi, c'est le sommeil paradoxal, c'est la dernière phase du sommeil avant le réveil. Et c'est justement c'est justement à ce moment-là, dans cette phase-là, qu'on rêve. Ok ? C'est vrai que dans les rêves, il y a des images, il y a beaucoup plus d'images que de mots. Les images visuelles sont vraiment prépondérantes dans le rêve. Il y a aussi dans la plupart des rêves, je dis bien la plupart parce que pas tous, mais dans la plupart des rêves, on a cette impression d'étrangeté. C'est flou, c'est bizarre, on comprend pas, ça n'a pas de sens, c'est fouillis, c'est brouillis, on comprend rien. C'est vrai que dans la plupart des rêves, c'est comme ça. Après, il y a aussi des rêves, ce que Freud appelle les rêves de type rêve d'enfant, qui sont très clairs, très nets, très cohérents, où il n'y a pas vraiment besoin de faire tout un travail d'interprétation, parce que c'est clair, c'est là, c'est plié, boum, on a fini, ok ? Il faut aussi savoir que le rêve, en fait, répond à des excitations. Ces excitations, elles peuvent être physiques, donc des excitations physiques, somatiques, des excitations qui peuvent être donc externes ou internes. Donc externes, donc des choses qui se passent, disons, à l'extérieur. Par exemple, ton réveil qui sonne. Je ne sais pas si si ça t'est déjà arrivé, mais par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé mon réveil sonne et au final, dans mon rêve, il y a la musique. Bon, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais il y a la musique de mon réveil dans mon rêve, mais je réalise pas que c'est mon réveil. Bref, donc ça c'est ce qu'on va appeler par exemple les excitations externes. Et puis tout ce qui est incitation physique interne, ça va être plutôt au niveau des organes. Donc par exemple ton ventre, vous voyez, gargouiller la faim, tu vas rêver de manger par exemple. Enfin, voilà. Et donc le rêve répond en fait à des excitations qui peuvent être donc physiques, somatiques, internes ou externes, mais surtout, selon Freud, il répond aussi à des excitations psychiques. Ok, donc tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Et selon lui, les excitations psychiques, c'est vraiment l'essence même du rêve, ce sont les vraies causes du rêve, alors que les excitations physiques, c'est juste des déclencheurs. Et là, on a justement, ça me rappelle justement, si tu as regardé la vidéo précédente sur les actes manqués, où on voit que justement, il y a toujours cette notion de surphase, de déclencheur, et puis cette notion qui est les causes qui sont beaucoup plus en profondeur, qui sont toujours des causes inconscientes, selon Freud. Ok ? Et c'est justement ce sur quoi on va se concentrer tout au long de la vidéo, puisque nous sommes en psychanalyse, et donc justement c'est l'étude de la vie psychique inconsciente de l'homme. D'accord ? Et puis, dernier point, le rêve en fait est le gardien du sommeil, c'est-à-dire qu'il protège le sommeil contre les excitations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient internes, externes, psychiques. En fait, il protège le sommeil. Donc, il permet en fait au sommeil de se maintenir. Il nous permet de continuer à dormir
alors que nous subissons des excitations. Donc Freud dit que le rêve écarte, c'est bien ça, hein, le rêve a pour but d'écarter les excitations afin que le sommeil puisse se poursuivre. Moi j'ai un peu du mal avec la notion d'écarter parce qu'en soi les excitations elles ne sont pas vraiment écartées. C'est juste qu'elles sont réalisées dans le rêve. Et le fait que ces excitations soient réalisées dans le rêve, ça nous permet justement de continuer à dormir. S'il n'y avait pas le rêve, on se serait réveillé pour manger, on se serait réveillé pour boire, on se serait réveillé parce que si, ça, machin, tu vois. Donc le rêve en fait nous permet de continuer à dormir paisiblement pendant que nous subissons en fait tout un tas d'excitations comme ça, au final on dort tranquille, ok. Voilà. Donc voilà, en gros c'est un petit peu ça, mais tu verras qu'au fur et à mesure de la vidéo, on va élaborer. Qu'est-ce que je raconte ? On va, disons, toucher différents points qui vont te permettre de bien comprendre ce qu'est le rêve et comment il se forme. Ensuite, alors pourquoi étudier le rêve ? Donc justement, comme Freud nous l'explique, ce sont des fois des petits signes qu'on trouve insignifiants, mais c'est justement les petits trucs qu'on trouve insignifiants qui ont la plus grande importance et qui peuvent se révéler être les plus intéressants. Les rêves, c'est aussi en fait une porte vers l'exploration de l'inconscient, vers la connaissance et la découverte de la vie psychique inconsciente de l'homme. Et c'est vrai que c'est intéressant puisque c'est le but de la psychanalyse, c'est de trouver un sens, de trouver une signification et d'explorer la vie inconsciente de l'homme. Donc le but c'est justement de comprendre le sens du rêve pour comprendre ce qui se passe dans cette petite tête. et puis c'est justement, ça nous introduit en fait à l'étude des névroses qu'on verra plus tard. Mais justement, tout comme les actes manqués nous ont permis de mieux comprendre, vont nous permettre de mieux comprendre l'étude du rêve, l'étude du rêve va nous permettre de mieux comprendre l'étude des névroses. Ok ? Alors il faut savoir, donc avant de passer à la partie sur l'élaboration du rêve, que Freud base sa théorie sur deux postulats. Donc les postulats sont des hypothèses. Le postulat 1, c'est que le rêve n'est pas un phénomène somatique, donc physique, mais est un phénomène psychique. C'est un petit peu ce que je t'ai expliqué plus haut. Nous, on se concentre vraiment sur la dimension psychique. Donc il part du postulat que le rêve est un phénomène psychique, inconscient. Ok ? Et puis, postulat 2, il se passe en fait dans l'homme des faits psychiques qu'il connaît sans le savoir. Il croit ne pas savoir, mais au final, il sait. Et ça, c'est aussi une des C'est aussi une des conditions indispensables en psychanalyse, c'est d'admettre en fait qu'il existe chez l'homme des tendances qui peuvent agir sans que lui-même ne le sache. Et des fois, il croit qu'il ne sait pas, mais finalement, il sait et voilà quoi. Donc ça, c'est les deux postulats sur lesquels Freud se base pour sa théorie sur les rêves. Ok ? Et justement, quand je disais que le livre va crescendo, dans la vidéo des actes manqués, si tu l'as vu, j'espère que tu l'as vu parce que ça va vraiment t'aider, on a justement touché un peu du doigt ces notions de jeu de force, de tendance qui se fight un peu dans le cerveau, de compromis, notion de refoulement, de résistance. Ça, on l'a vu pour les actes manqués et justement, on va le revoir ici pour les rêves parce que ça revient et ça reviendra toujours en psychanalyse. Ok ? Allez. Donc, allons-y sur l'élaboration du rêve. Alors, il faut savoir que, on va dire que le rêve se décompose, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais bon, se décompose en deux états. Donc, c'est pas deux parties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas partie 1 et partie 2. Je vais dire deux états, c'est-à-dire qu'il y a un état qui se transforme ensuite en un autre état grâce justement au travail d'élaboration. On va avoir donc ce que Freud appelle le contenu manifeste du rêve et puis on va avoir ce que Freud appelle les idées latentes du rêve. Alors le contenu manifeste, ça va être tout ce qui est contenu manifeste, c'est ce que le rêve nous raconte. C'est ce qui est, encore une fois, j'aime bien utiliser ces notions de surface et de profondeur, je trouve que c'est assez parlant. Le contenu manifeste, c'est ce qui est en surface, c'est ce qu'on voit. C'est par exemple si on te demande de raconter ton rêve, c'est ce que tu vas raconter. C'est ce que le rêve nous raconte, c'est la surface, contenu manifeste. Ok ? C'est ce qui se manifeste, on va dire ça comme ça. Et puis les idées latentes, c'est justement tout ce qui est beaucoup plus en profondeur, qui est
inconscient, justement. Donc Freud, il fait aussi la distinction entre deux types d'inconscient. L'inconscient, disons, je dirais profond, les idées vraiment refoulées, inconscientes, et puis il y a tout ce qui est l'inconscient du style un peu, par exemple, ce que tu as vécu dans la journée. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Mais voilà, donc on a la notion d'idée latente inconsciente et de contenu manifeste, surface, et donc ce qu'on voit, en fait, ce qu'on peut voir, et l'autre, ce qu'on ne peut pas voir, qui est un peu plus abstrait. D'accord ? Alors, il nous dit aussi donc que le rêve total, en fait, constitue une substitution déformée. Donc la substitution déformée, c'est le contenu manifeste d'un événement inconscient. L'événement inconscient qui est les idées latentes. Donc comme je te l'ai dit, on part des idées latentes. En fait, les idées latentes, c'est un peu... je peux te comparer ça à un diamant. Les idées latentes, en fait, c'est la matière brute. C'est ton diamant brut, c'est ton inconscient. Et au final, grâce au travail d'élaboration, on arrive à ton beau diamant poli. Ok ? Donc, les idées latentes, inconscientes, donc c'est ta matière brute. Le travail d'élaboration, c'est justement la personne qui va polir, qui va travailler le diamant, qui va travailler la matière, qui va travailler les idées latentes, qui va travailler tout ça et qui va transformer les idées latentes en contenu manifeste. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un rêve est déformé, en fait. Après, il y a aussi, donc, je vais reparler encore des rêves d'enfants où la déformation, elle est très amoindrie pour les rêves d'enfants, puisque c'est clair, net et cohérent. D'accord ? Mais c'est vraiment pour que tu comprennes, oui bien sûr, pour que tu comprennes. Et ça c'est vraiment, je peux pas te laisser continuer la vidéo si tu n'as pas compris ce point. D'accord ? Donc bien évidemment je te mets les images, mais garde en tête cette notion de matière brute. Ta matière brute, ce sont tes idées latentes, ton inconscient. Le travail d'élaboration, c'est celui qui va faire passer ta matière brute à quelque chose de poli, quelque chose de beau, quelque chose qui peut être vendu, le contenu manifeste. Ok ? Manifeste. Un autre exemple, celui de l'iceberg. Au-dessus, la surface, on a le contenu manifeste, ce qui se voit, ce qui est joli. Et puis en dessous, on a tout ce qui est idée latente, inconsciente, bien profond comme ça. Et pour passer justement de ce qui est profond, de l'inconscient des idées latentes à la surface, on utilise le travail d'élaboration. Ok ? Tu comprendras donc que l'inverse, donc passer de la surface à la profondeur, c'est justement le travail d'interprétation. On en parlera dans la partie qui suit. Ok ? Donc c'est vraiment ça. Franchement, s'il le faut, tu répètes ça en boucle, mais je veux pas que tu continues la vidéo si tu n'as pas compris ça. D'accord ? J'aimerais bien te dire, ouais, si tu as des questions, pose-moi et tout, mais on n'est pas en live. Donc, bien évidemment, si tu veux poser des questions, il y a les commentaires. J'essaie vraiment d'expliquer la chose de la manière la plus claire, la plus imagée possible pour que ça puisse bien rentrer dans ta petite tête et que ça puisse vraiment passer assez fluidement, on va dire. Ok ? Alors... donc on a vu un petit peu la décomposition du rêve. Donc ensuite, le travail d'élaboration, il utilise en fait différents outils et mécanismes pour ce faire, pour justement transformer cette matière brute, ces idées inconscientes, ces idées latentes en contenu manifeste, en quelque chose de beau. Enfin beau, les rêves, des fois c'est un gros bordel, mais bref, pour donner quelque chose. Ok ? Alors, on va commencer par la première chose, donc c'est la transformation des idées en images visuelles. Les idées latentes transformées en images visuelles. Parce que, comme je te l'ai dit, les rêves sont composés, on va dire, je connais pas les chiffres, mais bon, j'imagine, les rêves sont composés quand même à 98% d'images. Donc, les images visuelles ont vraiment un rôle essentiel dans la formation du rêve. Mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. C'est compliqué pour le travail d'élaboration de transformer tout en images. Et donc, faut pas s'étonner que des fois ce soit un peu approximatif, que la précision soit pas spécialement au rendez-vous. Comme il nous dit, alors je l'ai noté, page 208. Hop. Alors, si je le retrouve... Voilà. À une représentation faite dans ces conditions, il ne faut pas demander une trop grande précision. C'est comme si je te dis,
tout ce que tu dis, transforme-le moi en image. C'est compliqué. Oula, pardon. C'est compliqué. Si je te dis justement, ou tous les mots qui sont justement, parce que, tous ces trucs-là, il y a des choses qui sont compliquées à transformer en image, et du coup, faut pas s'étonner des fois que ce soit un peu approximatif et que ça manque un peu de précision. Mais donc c'est là aussi des mécanismes du travail d'élaboration, c'est de transformer quasi toutes les idées en images. Ok ? Ensuite, on va parler donc au niveau de la censure, résistance, refoulement. Donc ça c'est le deuxième point. Le deuxième point donc du travail d'élaboration. Donc la censure, c'est vraiment l'une des principales causes de la déformation des rêves. Puisque tu sais ce que c'est la censure, hein, quand on supprime un passage parce qu'il est inacceptable, parce qu'il est indécent, parce qu'il est répréhensible. Voilà, la censure c'est ça. Et justement, ça déforme. Et donc forcément, dans le cadre d'un rêve, on supprime des passages. Et donc c'est vraiment l'une des principales causes du fait que les rêves soient déformés. Et c'est justement pour ça que les rêves de type d'enfant ne sont pas vraiment beaucoup déformés, parce qu'il n'y a pas vraiment cette censure qui se fait. D'accord ? Alors, la censure, il faut savoir qu'elle dépend du niveau de résistance. Évidemment, plus il y a de la résistance, plus la censure va être forte, plus la déformation va être forte, plus le rêve va finalement paraître bizarre et incompréhensible. Inversement, moins il y a de censure, moins les déformations de l'inconscient vont se faire, et donc voilà quoi. Donc ça dépend du niveau de résistance. On le sait très bien, si tu prends un texte, moins ça plaît par exemple à la société, plus on va supprimer des passages, hein. On va mettre des gros pavés noirs comme ça, parce que ça plaît pas, parce qu'il y a un gros degré de résistance. D'accord ? On va aussi voir donc cette notion de jeu de force entre les fameuses deux tendances qu'on a vues dans la vidéo sur les actes manqués, donc tendance contraire, une tendance troublée et une tendance perturbatrice. Donc en fait, on va avoir la tendance qui exerce la censure. La tendance qui exerce la censure, ça va être la tendance qui est avouée, la tendance qui est acceptée, avec laquelle la personne est d'accord. Disons quand elle est éveillée, quoi. Elle est d'accord avec cette tendance, elle l'accepte, et ça va être la tendance qui exerce la censure, qui va exercer une pression. Ok ? Et puis la tendance qui subit la censure, c'est justement la tendance qui est refoulée, la tendance que la personne n'accepte pas, qui est considérée généralement comme indécente, inacceptable, ce genre de choses, quoi. Ok ? Et donc va justement y avoir cette notion de compromis, c'est-à-dire donc une satisfaction et une suppression partielle du désir et du sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, il est partiellement satisfait parce que tu dors toujours, mais tu es quand même dans la phase entre le sommeil et l'état de veille, t'es pas dans un sommeil profond, donc il y a une suppression partielle du sommeil, mais quand même une satisfaction partielle du sommeil, d'accord ? Et puis on a aussi une satisfaction de l'excitation, donc par exemple du désir, parce que du coup tu rêves de cette chose, donc il y a satisfaction de cette tendance qui vient perturber, il y a satisfaction de cette tendance, mais satisfaction partielle, parce que finalement ce n'est qu'un rêve, d'accord ? Et puis donc comme je te disais, la censure en fait elle supprime les passages indécents, et bien évidemment généralement ce qui est supprimé, ce sur quoi on met des gros pavés noirs comme ça, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus important, d'accord ? Donc il faut vraiment retenir que dans le travail d'élaboration, il y a vraiment cette notion de censure, résistance, refoulement d'idées, et plus les idées sont refoulées, plus elles vont être refoulées dans l'état de veille, plus elles vont être soumises à la censure durant le rêve. Et qui dit censure dit déformation complète. L'idée, elle est là, mais finalement, comme elle est censurée, elle ne peut pas apparaître telle qu'elle dans le rêve, et donc forcément, il y a déformation. D'accord ? J'espère que j'ai été claire encore sur ce point-là. Si c'est pas clair, n'hésite pas, il y a les commentaires. Donc après, comment s'exerce la censure ? Quels sont les moyens qu'utilise la censure ? Donc bien évidemment, il y a beaucoup de choses, mais bon, ça peut être justement atténuation, modification, déformation. Mais il y a vraiment deux moyens très très importants qui sont le regroupement,
le regroupement de matériaux, c'est-à-dire la condensation. C'est-à-dire que par exemple, je disais, ça a coupé, donc les moyens de la censure, donc les deux principaux moyens qui sont la condensation, le regroupement de matériaux, c'est-à-dire qu'un élément des idées latentes peut correspondre à plusieurs éléments dans le contenu manifeste, tout comme un élément du contenu manifeste peut correspondre à plusieurs éléments des idées latentes. En fait, c'est ce qui est condensation, regroupement, ça fait des groupes et du coup, bah forcément, ça rend au rêve un peu enfin voilà, on a une impression de c'est pas très compréhensible, ça n'a pas vraiment de sens parce que justement, il y a cette condensation, ce regroupement qui se fait, qui est l'un des moyens que la censure utilise. Ok. Et puis on a aussi un autre moyen, je pense qu'il est le moyen, je crois que Freud le dit aussi dans le livre, le moyen le plus important de la censure, qui est le mécanisme de déplacement. Donc il y a en fait le déplacement. Donc, par exemple, quand on remplace on fait une allusion, on remplace par quelque chose qui finalement n'a pas grand chose à voir, quelque chose qui est assez éloigné. Mais il y a surtout cette notion de déplacement du centre de gravité. C'est-à-dire qu'on transfère en fait l'accent. L'accent de base, il était fait sur quelque chose d'important, mais la censure, elle est passée par là, et l'accent, il est transféré vers quelque chose qui est très peu important. Ce qui fait qu'au final, le contenu manifeste, le centre de gravité du contenu, du contenu manifeste du rêve est finalement complètement... il est à l'ouest comparé à ce que les idées latentes ont voulu faire passer comme message. Et ça, c'est pourquoi? Parce que la censure, elle est passée par là durant le travail d'élaboration. D'accord? Ça, c'est vraiment les deux gros mécanismes qu'utilise la censure. Ok? Donc, on a vu les images visuelles, on a vu la censure, résistance, refoulement. On va voir le symbolisme. Bon, ça va aller très vite. Le symbolisme, c'est l'un des facteurs de déformation des rêves qui, bon, alors Freud dit que c'est indépendant de la censure, mais c'est vrai que la censure, il trouve son compte. Parce qu'en fait, dans le symbolisme, alors le symbolisme, on va plus le voir dans la partie interprétation des rêves. Mais pour te dire, tout ce qui est tout ce qui est symbolisme, c'est des comparaisons. C'est-à-dire que ce mot-là va symboliser ça, cette action-là va symboliser ça. Et justement, la censure y trouve son compte parce que ce sont des rapports qui se font, qui sont pas spécialement, enfin je veux dire quand on te dit que c'est quoi, la femme symbolise la table symbolise une femme, bon c'est sûr que... Donc la censure y trouve bien évidemment son compte. Donc le symbolisme fait aussi partie du travail d'élaboration du rêve. Ensuite, on va passer sur la réalisation de désir. Selon Freud, c'est le principal caractère du rêve, c'est-à-dire qu'un rêve est forcément une réalisation de désir. Ok? Donc ça, c'est un point très très important à comprendre. Là, ouais, je dirais que ouais, très très important. Je vais juste boire un peu d'eau. Hop, ça donne soif de parler. Alors, la réalisation de désir. Alors selon Freud, le désir c'est l'excitateur du rêve. Le rêve c'est la réalisation d'un désir. C'est en fait donc le désir ça peut être beaucoup de choses. Hein. Par exemple, le rêve va satisfaire des besoins fondamentaux comme boire, manger, dormir. C'est vrai qu'on peut rêver, on peut même rêver qu'on dort. Le sexe, bien évidemment, tout ça, donc tout ce qui est besoins fondamentaux, réalisation, donc le rêve va satisfaire ses besoins et va réaliser ses désirs, donc qui peuvent être le désir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, enfin voilà. Ok? Donc c'est vraiment très très important selon Freud. Un rêve est une réalisation de désir. Il n'y a pas de... Alors peut-être que... Ouais, on me voit mieux comme ça, non? Il commence à faire un peu... Bref. Ok. Après, c'est vrai que il peut y avoir des rêves pénibles, des rêves qui sont pas... Voilà, théoriquement, on a tendance à se dire si le rêve est une réalisation de désir, alors tous les rêves devraient être... voilà, on devrait être content après chaque rêve, on devrait se sentir bien, on devrait être heureux, parce que le rêve nous permet de réaliser un désir. Alors que y a certains rêves qui sont pénibles, il y a des cauchemars, il y a des choses qui sont vraiment pas des rêves avec lesquels on se sent vraiment pas bien et on se dit mais c'est pas agréable. Et théoriquement, si le rêve est la réalisation d'un désir, pourquoi c'est pas agréable? Ça devrait être agréable. Sauf que là,
il y a deux raisons, enfin deux raisons, c'est un grand mot, mais enfin, c'est une manière de parler, mais je veux dire, un rêve peut être pénible parce que justement, alors il peut rester une réalisation de désir, mais il peut être pénible. Parce qu'en fait, il y a certains désirs qui sont justement, selon Freud, inavoués. Donc qui sont bien évidemment inconscients, qui sont inavoués, qui sont refoulés. La majorité de ces désirs étant des désirs sexuels. C'est vrai qu'il parle aussi beaucoup de... On connaît Freud, hein, Freud et ses théories sexuelles. Donc il parle beaucoup de ça. Et tous ces désirs refoulés, bah forcément, si ces désirs passent dans le rêve, c'est pénible pour nous parce qu'on les a refoulés. D'accord? Donc, par exemple, ça peut être des désirs de suppression, tels que la mort. Le complexe d'Oedipe, comme je l'ai dit, il y a aussi le complexe de castration. J'espère qu'on m'entend bien, parce qu'il y a des enfants qui... Voilà. Donc le complexe de castration, donc tout ce genre de désirs qui sont refoulés, qu'on ne veut pas s'avouer dans nos états éveillés, qui finalement se retrouvent dans le rêve, ben ça, forcément, ça rend le rêve pas très joyeux, pas très agréable, mais pourtant, c'est tout de même... Enfin, il représente tout de même la réalisation de désirs. Ok ? Et puis, il y a aussi... Oui, bah c'est justement ce que je disais, oui, je l'ai juste noté, je vais le dire comme ça va être un peu plus clair. Pendant le jour, en fait, les idées, elles sont soumises, pardon, à une rigoureuse censure. Donc, il n'y a pas de manifestation extérieure de ces idées qui sont refoulées. Mais pendant la nuit, en fait, la censure, elle est moindre, elle est beaucoup moins rigoureuse, et donc forcément, la manifestation peut se faire, et donc, cette fois-ci, dans le rêve. Ok ? Et puis donc, oui, il faut savoir que le cauchemar, en fait, le cauchemar, c'est un contenu brut. Je reviens sur ma notion de diamant brut, poli, etc., etc. Le cauchemar, finalement, c'est un contenu qui a échappé à la censure. C'est la réalisation d'un désir franche. C'est la réalisation non voilée, non censurée d'un désir. Et donc, le cauchemar, en fait, c'est le diamant brut, donc les idées latentes qui sont passées dans le contenu manifeste, mais finalement, la censure n'a pas abouti à son travail ou pas abouti complètement, ce qui fait que l'idée, elle passe telle qu'elle. Et comme ça passe telle qu'elle, ben, bien évidemment, c'est peut-être pas souvent très agréable. D'accord ? Ça, c'est le premier point. La première explication, disons, des rêves pénibles, des cauchemars, c'est que ils peuvent justement faire passer des désirs qui sont inavoués, qui sont refoulés. D'accord ? Et puis, il va y avoir aussi cette association, en fait, entre... Enfin, tout ce qui est opposition et contraire, ça, je l'ai expliqué... Enfin, je sais que j'en ai parlé rapidement dans la vidéo sur les actes manqués, mais les contraires, en fait, sont plus proches qu'on ne pourrait le croire. C'est-à-dire que, en fait... comment je peux expliquer ça ? Finalement... Le rêve pourrait être, enfin, est en fait, peut-être en fait la réalisation d'un désir, tout comme il peut être la réalisation d'une crainte, d'une angoisse, d'une appréhension, d'une peur, le rêve d'une punition. Le rêve, au final, peut être la réalisation d'un désir ou de son contraire. Parce qu'en fait, bon là j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que dans l'inconscient et même dans les langues anciennes, il y a des mots ou des choses, enfin, je veux dire, les contraires sont plus proches qu'on pourrait le penser. Par exemple, dans l'inconscient fait parfois pas vraiment la différence entre un mot et son contraire. Dans les langues anciennes, deux mots, par exemple, pouvaient vouloir dire une fois quelque chose et l'autre fois son contraire, d'accord ? Donc c'est vrai que les contraires ne sont pas si éloignés que ça. Je peux te prendre un exemple. Lorsqu'on dit que, ça je pense que tu connais déjà, hein, lorsqu'on dit que il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, et on te dit que au final la haine se rapproche énormément de l'amour. Et ben c'est là, je pense que c'est assez clair et que ça explique un peu, c'est que bah la haine c'est pas l'amour, mais finalement ça se rapproche énormément. Ok ? Donc le rêve c'est la réalisation d'un désir, mais ça peut aussi être la réalisation de son contraire, donc d'une angoisse, d'une crainte, d'une peur, d'une punition. Ou ça peut être aussi la réalisation d'un désir d'une autre personne que soi. Et à ce moment-là, bah, c'est peut-être pas un désir pour nous-mêmes.
Ok? Ok. Et puis aussi, il expose aussi la question, une question qu'on pourrait se poser nous-mêmes. Pourquoi le rêve, ce serait forcément, du coup, la réalisation d'un désir ou de son contraire? Pourquoi ce serait pas une tentative? Enfin, on peut rêver de projets, on peut rêver d'essayer de résoudre un problème, on peut rêver de réflexion, enfin, on peut rêver d'énormément de choses, pas seulement de réalisation d'un désir ou de son contraire, tu vois. Et il nous explique justement que, alors j'ai noté, il nous dit, il est parfaitement exact que le rêve peut présenter un projet, un avertissement, une réflexion, des préparatifs, un essai de résoudre un problème, etc., etc. Donc il nous dit, il est parfaitement exact que le rêve peut présenter tout ça. Il peut donc signifier, le rêve, il peut donc signifier tout ce que l'on voudra, mais reste toujours la réalisation d'un désir inconscient. Et il nous parle justement, bon là encore une fois je vais pas non plus rentrer énormément dans les détails, mais il nous parle justement de cette donc le rêve en fait, le rêve a une dimension constante qui est la réalisation de désir et puis une dimension variable qui peut être un projet, un avertissement, voilà. Mais il y a toujours, et c'est vraiment la condition indispensable du rêve, c'est comme il nous le dit le principal caractère du rêve. Et je suis désolée pardon si je vais y arriver. J'insiste sur ce point parce que justement Freud, il insiste sur ce point dans ce livre et il nous explique que le principal caractère du rêve, c'est la réalisation d'un désir ou de son contraire, car on sait que les contraires et analogies sont finalement très proches. D'accord? J'espère que j'ai aussi été assez claire sur cette partie. Donc, je rappelle jusque-là, donc on a dit que le travail d'élaboration, donc transformation des idées en images visuelles, censure, refoulement, résistance, symbolisme, réalisation de désir, ok, et puis donc très archaïque et infantilisme. En fait, ce qu'il nous explique, c'est que le travail d'élaboration fait subir au rêve une marche régressive, c'est-à-dire un peu comme si on marche à reculons et finalement qu'on rêve, on revient en fait à notre vie primitive en fait. Donc c'est pour ça qu'il parle d'infantilisme, notamment à notre vie d'enfant. Et donc il y a une régression qui se fait lorsqu'on rêve. Le travail d'élaboration fait subir au rêve une régression, ok, un développement rétrograde. Donc il y a deux types de régression. On va avoir ce qui est la régression formelle. Donc la régression formelle, en fait, ça va être tout ce qui est mode d'expression primitif. C'est vrai qu'il nous parle aussi souvent de tout ce qui est les langues anciennes, les écritures anciennes, etc. etc. Et c'est vrai que, ou même des images, c'est vrai qu'avant que les mots n'existent, c'est avec les images qu'on communiquait. Et finalement, le rêve communique avec les images. Donc là, on voit aussi ce parallèle, ce fait que, oui, le rêve se compose à 98% d'images et que finalement, avant que les mots ne soient créés, on communiquait avec des images. Donc les anciens systèmes d'expression, tout ce qui est langue, écriture, finalement c'est ce qu'on retrouve dans le rêve. C'est pour ça qu'il nous parle de régression vers des modes d'expression primitifs. D'accord ? Et puis aussi tout ce qui est même au niveau, donc je parle des images, mais même au niveau des mots, quand je te parlais des contraires, de mots qui veulent dire la même chose, c'est les mêmes mots, enfin des choses comme ça, ça montre vraiment le fait que il y a une régression primitive. D'accord ? Je sais pas si j'ai été assez claire sur ce point-là, mais bon, c'est pas non plus le point le plus important. Enfin, tant que tu retiens que le travail d'élaboration fait subir au rêve une marche régressive, un développement rétrograde vers justement une vie primitive, je pense que tu as compris le gros du sujet. Ok ? Donc régression formelle vers des modes d'expression primitive, donc les images, le langage primitif, et puis une régression matérielle qui concerne en fait selon lui la vie psychique primitive. Et là il nous parle beaucoup de la vie, de notre vie en tant qu'enfant, des faits du passé. Il nous explique justement que tous les rêves travaillent avec des matériaux infantiles, des tendances et des mécanismes infantiles, et que le rêve nous permet un accès aux matériaux oubliés de l'enfance. Selon lui, des matériaux qui sont par exemple le moi,
Donc l'égoïsme, le sexe. Alors il parle, bon, tu sais déjà, hein, il parle beaucoup de sexe, du fait que le sexe, il se développe très 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 très, très, très tôt chez l'enfant. On sait pourquoi aussi il parle du complexe d'Oedipe, etc., etc. Enfin bref, une marche régressive et un infantilisme. Donc c'est pour ça qu'il parle de traits archaïques et d'infantilisme du rêve. Ok ? Et puis, pour finir la partie sur l'élaboration, donc je t'ai dit vraiment c'était la partie la plus longue, la plus compliquée à expliquer, mais finalement la plus importante à comprendre. Donc on finit avec ce point-là, puis ensuite on passe à l'interprétation du rêve, et puis ça va aller très vite pour la fin. Ok ? Alors, la dernière partie du travail d'élaboration, c'est quoi ? C'est l'élaboration secondaire. C'est-à-dire que le rêve, on sait très bien que le rêve, il paraît souvent assez étrange, bizarre, machin, truc, enfin, c'est assez bizarre, et c'est vrai que le rêve, au final, le rêve manifeste, donc ce dont on se souvient, ce que le rêve nous raconte, c'est pas vraiment constitué comme un tout cohérent. C'est des fragments, ça fait un peu une mosaïque, des choses qui sont mises les unes par-dessus les autres, qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir l'une avec l'autre. Enfin, c'est un peu un gros bordel en fait. Et justement, le travail de l'élaboration secondaire, c'est de prendre tout ce qu'a fait le travail d'élaboration. Donc je répète, transformation d'idées en images, censure, résistance, refoulement, réalisation de désir, symbolisme, très archaïque, infantilisme, tout ce qui est régression vers la vie primitive, tout ça. En fait, le travail d'élaboration fait tout ça, et puis ensuite on a l'élaboration secondaire, donc disons le dernier maillon de la chaîne, qui prend tout ça, tous ces fragments, et qui essaie de constituer, de puzzler un peu le tout, d'arrondir un peu les angles, on polit le diamant, hein, tout simplement, on arrondit un peu les angles, on essaie de faire en sorte que ça ressemble un peu à quelque chose, quoi. Et justement, c'est économique pour le cerveau. Bref, on va pas rentrer dans ce détail. Donc voilà, finalement, c'est un travail qui est quand même très approximatif, et c'est ce qui participe à ce fait que le rêve paraît étrange, en fait. Parce que, tu sais, c'est un petit peu comme si tu prends... Ah, c'est dommage, j'ai une veste un peu mosaïque, mais bon, bref, tu prends des trucs un peu de partout, puis tu crées un truc avec, puis oh, c'est plutôt cohérent, ouais. Ça, c'est le rêve, en fait. C'est notre contenu manifeste, et c'est le produit du travail d'élaboration qui a pour dernier maillon l'élaboration secondaire. D'accord ? Donc l'élaboration secondaire, elle utilise notamment aussi tout ce qui est inversion. C'est vrai que les rêves, on a l'impression que c'est un peu un monde renversé, parce qu'au final, il y a des inversions de mots, des inversions de situation, des inversions d'ordre. Tu sais, hein. Voilà. Ok. Donc pour la partie sur l'élaboration, donc je t'avais dit que ce serait la plus longue. C'est tout. Je pense que du coup, tu comprends un peu plus ce qu'est le rêve, tu comprends un peu plus les mécanismes qui rentrent en jeu, les outils qui rentrent en jeu dans le rêve, le fait qu'il y ait des tendances qui se fightent dans l'inconscient, qui sont justement soumises à la censure, le fait que le rêve est une réalisation de désir ou de son contraire, qui justement fait subir une marche régressive. Enfin voilà, j'espère que tu as compris un peu globalement tout le travail d'élaboration du rêve. Ce serait très prétentieux de dire qu'avec ça, on sait tout. Parce que je te signale que c'est tiré du livre Introduction à la psychanalyse, sachant que Freud a aussi... il y a beaucoup d'autres choses sur les rêves, sur l'interprétation des rêves. Mais ça donne vraiment une idée, une très bonne idée. Ça fait une très bonne introduction au rêve, en fait. Parce qu'on comprend plutôt bien les mécanismes du rêve, de la formation du rêve. Ok ? Et puis voilà, petite phrase pour finir cette petite partie. Le travail d'élaboration des rêves consiste essentiellement en une transformation d'idées en événements hallucinatoires. D'accord ? Donc on n'oublie pas, les idées latentes, inconscientes, sont transformées en contenu manifeste justement par le travail d'élaboration. Donc c'est tout ce travail qui forme le rêve en fait à partir de la matière brute. Et puis maintenant, on va faire le travail inverse, le travail du psychanalyste.